Claude Opus 5 est sorti et il est temps d'arrêter de raconter n'importe quoi sur l'intelligence artificielle, ne pas faire les erreurs que vous voyez sur toutes les vidéos. Salut Claude, j'aimerais créer une automatisation qui me permette de générer... Je vais vous dévoiler ce qu'est capable de faire Claude Opus, mais surtout qu'est-ce qu'il est capable de produire en termes de travail. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la performance et la rentabilité. Oubliez tout le marketing qu'on a autour de Claude Opus 5, Fable 5, Mythos 5. Il y a encore 3 jours, on nous disait que les modèles les plus puissants du monde allaient révolutionner le travail et qui devaient être bloqués par l'administration américaine. Aujourd'hui, on a des modèles Opus 5 qui théoriquement sont encore plus puissants que Fable 5. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de toute cette information? Comment les utiliser? Est-ce qu'il est moins cher? Est-ce qu'il est meilleur que ChatGPT? Faut-il utiliser Opus 5? À quel moment? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de développer des business, améliorer son entreprise? Est-ce que tu utilises aujourd'hui la bonne méthode pour produire du travail? Avec Claude Opus, Fable 5 ou GPT 5.6, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la performance et la rentabilité. Ce que tu payes en abonnement, est-ce que c'est rentable? Ce que tu produis en termes de travail, est-ce que c'est fiable? Est-ce que ce que tu sais faire aujourd'hui, tu es capable de le vendre? Et c'est exactement ce qu'on va faire dans la vidéo. Anthropic vient de sortir Claude Opus 5. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce modèle est tout simplement... Opus 5 est effectivement meilleur sur de très nombreux benchmarks que Fable 5. Et c'est effectivement une évolution de Opus 4.8. Mais est-ce qu'il est meilleur que GPT 5.6? Sur papier, ce que nous dit Anthropic, c'est que Opus 5 serait vraiment meilleur. Et il le battrait quasiment sur tous les domaines. Alors, est-ce que le fait qu'il soit plus intelligent sur le arc AGI, ça peut remplacer un salarié? Est-ce que le fait qu'il soit capable d'avoir des fonctions GDP-Val supérieures à GPT 5.6, ça fait qu'en performance et rentabilité, une entreprise va commencer à licencier pour mettre Claude Opus 5 à la place de salariés? C'est ça auquel il faut répondre comme question. Est-ce que demain, si je vais commencer à coder avec ce système et à développer des agents IA avec un score de 90%, est-ce que je vais pouvoir développer des apps moins chères et plus rapidement? C'est exactement ce à quoi je me suis intéressé et les tests que j'ai faits. Je pense que la première chose qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'on est face à des entreprises anthropiques avec Opus 5, Fable 5, qui nous font du marketing et de la com. Il faut jamais prendre toutes les datas que nous sont données par ces boîtes, il faut prendre du recul. Il n'y a même pas 5 jours, Fable 5, c'est un modèle qui avait été bloqué par l'administration américaine de la Maison-Blanche parce que modèle trop dangereux. GPT 5.6 avait été bloqué comme modèle trop dangereux. Dites-moi où Fable 5 et Mythos ont impacté l'industrie depuis qu'on les a. À part des vidéos sur les réseaux sociaux où on va nous montrer de belles vidéos qui ne produiront jamais du travail, ça produit pas du travail. Ça, c'est des vidéos qui vont faire des millions de vues sur les réseaux où les gens vont dire c'est génial. Oui, mais c'est génial pour faire quoi? Moi, ce qui m'intéresse quand je vois un LLM, c'est combien il va me coûter pour développer, qu'est-ce que je vais pouvoir automatiser et combien je vais pouvoir économiser. C'est la seule question qui m'intéresse. Et donc, c'est les fonctions GDP-Val et les fonctions de capacité d'automatisation. Et c'est ça qui intéresse les gens, c'est ça qui intéresse les entreprises. Si je regarde ce que nous montrent les benchmarks, c'est que à coût de raisonnement, en modèle low, Opus 5 serait équivalent à GPT 5.6 en modèle élevé. Et ils auraient le même coût, ce qui voudrait dire qu'Opus 5 serait meilleur, moins cher, avec un niveau de raisonnement plus faible. Techniquement, est-ce que c'est vrai? Je l'ai testé. À gauche, vous avez un agent de recouvrement, un agent IA, codé avec Opus 5. À droite, vous avez le même agent de recouvrement codé par GPT 5.6. Lequel m'est revenu le moins cher? Dites-moi dans les commentaires votre avis. Eh ben, c'était GPT 5.6. Lequel je préfère sur le plan graphique? Toutes les images ont été générées par GPT 5.6. Par défaut, Opus 5 n'a pas de génération d'images. Alors, la question c'est, est-ce que les deux marchent? Oui. Je préfère largement celui de GPT 5.6, et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous créez une application, c'est pas une page internet que vous créez, c'est une architecture complète. Quand on parle d'un agent IA, il faut comprendre qu'un agent IA, c'est pas un chatbot. Jusqu'à présent, tu posais une question à une IA, un prompt, et elle te donnait une réponse. Et malheureusement, on t'a appris à utiliser l'intelligence artificielle de cette manière. On t'a dit, tu es capable de gagner de l'argent en utilisant Claude, ChatGPT et Claude Opus, un prompt, un site internet, tu gagnes de l'argent. Je suis choqué. Je viens de créer 5 sites web complètement différents en moins de 20 minutes et
Alors les gens pensent que Vibe coder, c'est un prompt, un site internet. Un prompt, une application, et on encaisse de l'argent. Et ça explique pourquoi 99% des entreprises sont en échec avec l'intelligence artificielle. 99% des entreprises échouent complètement à intégrer l'IA. Et ce n'est pas moi qui le dis. L'université la plus prestigieuse du monde, le MIT, a analysé plus de 300 projets IA en entreprise et ils se sont rendus compte que 95% d'entre eux ne rapportaient littéralement rien. Ils n'ont aucun impact business concret. Mais en réalité, c'est une excellente nouvelle pour ceux qui souhaitent démarrer une toute nouvelle carrière dans l'IA parce que ces entreprises cherchent aujourd'hui désespérément des experts capables de les accompagner. Et je vous rassure, pas besoin de savoir coder pour le devenir. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 erreurs que je retrouve systématiquement dans toutes les entreprises que l'on accompagne et également comment en tirer parti. Pour tester les vraies capacités de Claude Opus, il faut tester Claude Opus exactement dans les mêmes conditions de si vous voulez l'utiliser dans le monde du travail. Développer une application, un agent IA, c'est appliquer toutes les étapes de production. La conception, l'architecture, le front-end, l'API, les bases de données, l'authentification, l'hébergement et la sécurité. Ça, c'est le bloc obligatoire à tester. Et c'est là que vous allez pouvoir comprendre, est-ce que Claude Opus va répondre à mon besoin? Est-ce qu'il vaut mieux utiliser Fable pour la sécurité ou Claude Opus? Ou est-ce que c'est plus intéressant de développer avec GPT 5.6? Ça, c'est le point clé. Et c'est exactement pour ça que j'ai développé un agent IA qui est capable d'envoyer des systèmes de recouvrement de paiement. Et c'est exactement celui que j'utilise pour moi. Et c'est là qu'on va voir si le modèle est capable de gérer le back-end, le front-end, la communication, et de voir s'il est capable de faire en 20 minutes ce que moi j'aurais dû mettre en 6 heures de travail. Les systèmes agents IA sont des systèmes qui ont des objectifs, des analyses d'état, des choix d'action et des appels d'outils. Sonnet 5 a déjà toutes ces capacités. Alors la question c'est, est-ce qu'il faut choisir Sonnet 5 ou bien Claude Opus 5? Je vous ai montré précédemment à gauche, j'ai Claude Opus 5 au niveau des systèmes agents IA, sa représentation technique, et à droite, j'ai GPT 5.6. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment a évolué Opus 5 face à Claude Sonnet 5. Et là, on se rend compte que pas simplement la partie graphique, parce que la partie graphique, c'est une partie de l'amélioration. Mais en fait, il y a aussi une partie de la gestion du workflow. Toutes les variables que vous voyez en dessous, c'est les retours d'état des backends. Donc, quand je fais un test, je vérifie que l'agent récupère les données et que le test avance et m'indique si j'ai un code erreur. Donc, le système est beaucoup plus performant pour m'aider à améliorer mon application et à la corriger en temps réel. Alors que la partie de Sonnet, elle se mettait à planter, Sonnet 5, et ensuite, elle avait choisi de ne plus avancer sur certains points que Opus 5 a solutionné. Alors, la question vraiment que je me pose, quand utiliser Opus 5 et quand utiliser Sonnet 5? Honnêtement, je peux dire une chose. En termes de coût, j'ai trouvé Opus 5 beaucoup moins cher que Fable 5. Et même moins cher que Sonnet 5 parce que les tokens de raisonnement produits sont meilleurs. J'ai moins d'erreurs. Il est capable de mieux gérer. Il est capable de mieux automatiser. Il est capable de mieux comprendre les attentes. Pour moi, Opus 5, c'est un très bon modèle. Mais je vais vous parler de 2 points qui, à mon avis, sont très dangereux. Lorsque j'ai codé avec Sonnet 5, j'ai jamais eu le modèle qui est allé dans d'autres répertoires. Jamais. Quand j'ai codé avec Opus 5, développer un agent IA, comme vous avez vu, c'est 20-25 heures de travail. Je vous en parlerai dans la suite de la vidéo pour si vous avez envie de développer des agents IA, que vous voulez en vendre, que vous voulez en faire pour votre entreprise. On en parlera dans la deuxième partie de la vidéo. Lorsque j'ai demandé à Opus 5 de travailler dans un répertoire, ce qui m'a choqué, c'est qu'il allait rechercher les informations du répertoire de Codex et qu'il a commencé à modifier des fichiers des agents que j'avais codés chez Codex. Donc au lieu de travailler son propre agent, sa logique, il allait espionner ce qu'a fait un autre répertoire et il a chargé dans son information de mémoire et il a voulu me le modifier. Je lui ai jamais donné cette autorisation. Je lui ai jamais dit d'aller voir ce qu'allaient faire les autres répertoires ni les autres fichiers. Et ça, c'est un des points qu'on a aujourd'hui avec ces nouveaux modèles. Ils prennent des décisions que vous n'avez pas choisies. Et c'est très dangereux. Lorsque je lui ai demandé de supprimer des contrôles humains, ce qu'on appelle des fonctions HTTL, il me dit qu'il a supprimé. Et lorsque je vais lire
le code qu'il a généré, je retrouve à l'intérieur encore le HITL, donc la validation humaine. Ça veut dire que Opus a eu un tel niveau d'apprentissage par renforcement de contrôle de l'information que même quand il vous a dit qu'il a retiré certains éléments, il continue à les mettre. Pourquoi? Il a été entraîné comme ça. Donc ce type de désalignement, c'est aussi des surprotections qu'on fait sur les systèmes IA aujourd'hui. On veut tellement les cadrer, ils veulent tellement éviter qu'il y ait un dérapage, qu'ils les bombardent de renforcement, et à un moment, ils font tout à fait le contraire. Ils n'appliquent même pas les directives que vous demandez, ils appliquent les directives qui ont été reçues à l'entraînement des modèles. Et vous êtes obligé de repasser derrière. Ça veut dire une chose hyper importante. Quand vous codez en fait dans une interface de type Codex, ou ChatGPT Work, ou Claude Cowork, le gros problème qu'on a dans ces interfaces-là, vous ne savez pas du tout ce qu'a fait le modèle. La seule chose que vous avez, c'est un petit compte-rendu pour vous dire « j'ai fait ton travail, j'ai fait ce que tu m'as demandé ». Aujourd'hui, si vous devez utiliser ces modèles pour moi je vous donne mon avis. Après avoir développé pendant plus de 30 heures avec le modèle, vous n'avez pas la possibilité aujourd'hui de contrôler le raisonnement du modèle. On n'a à aucun moment dans les interfaces de type Cowork avec Claude la possibilité de contrôler qu'il a compris ce que vous l'avez demandé, qu'il n'a pas choisi d'aller rechercher d'autres répertoires alors que vous ne l'avez pas autorisé. Premièrement, ça va charger le contexte. Tout à coup, vous ne comprenez pas, vous êtes à 80% de votre contexte, vous n'avez rien fait. Il s'est baladé dans l'ordinateur. Et ça, comment l'éviter ? Premièrement, il faut prompter complètement différemment. Il faut cadrer le modèle vraiment de manière très stricte. Zone autorisée, zone non autorisée, où tu as le droit d'écrire, qu'est-ce que tu n'as pas le droit et où d'écrire. Aujourd'hui, on en est là. Si je lui donne dans l'indication de travailler dans un répertoire, qui est celui de Claude, je ne dois pas m'attendre qu'il soit parti dans le répertoire de Codex. Parce que là, il me fait la même chose qui est arrivé avec ChatGPT 6. Il est parti aller chercher des solutions sur les concurrents pour voir s'il pouvait résoudre mieux et plus vite le problème. C'est exactement ce qu'il a fait. Pourtant, il avait toute l'architecture logique du comportement. Et le plan du prompt était structuré. On va parler de l'utilisation des tokens. Pour développer l'app, j'ai utilisé 56% de mon forfait de semaine. Alors, je vais vous dire, je ne sais pas si vous l'avez eu, mais quand on ouvre aujourd'hui un plan, on est crédité de 100$. Alors, je vous avoue, j'ai pas ouvert un plan chez Anthropic classique. Je ne sais pas si vous avez eu les 100$ offerts pour les utiliser avec Claude Fable 5. En tout cas, je vais vous dire comment je les ai eus. Si vous les avez eus, je vais vous montrer comment avoir ces 100$ offerts, étape par étape. Et moi, ce qui m'a gêné, c'est aujourd'hui, on a des crédits offerts par Anthropic jusqu'au 19 août. Ça voudrait dire que pour développer un agent IA, j'aurais consommé plus de 100% de mon crédit de la semaine. Donc le jour où Anthropic modifie ses limites hebdomadaires, je vais plus du tout avoir les mêmes frais de développement. Et ça, pour moi, c'est hyper important de le dire. Parce que si tu travailles, moi, je veux savoir une seule chose. Est-ce que lorsque je travaille, je vais être performant et rentable? Si c'est pour utiliser un modèle qui, aujourd'hui, on m'habitue à l'utiliser et qui va me coûter 2 fois plus cher dans 15 jours, aujourd'hui, j'ai produit la même chose avec GPT 5.6 sans aucun problème, moins cher et aussi bien. Donc pour moi, les différences annoncées sur les benchmarks sur un agent complet front-end, back-end testé, déployé, ne sont pas justifiées. Si demain Anthropic choisit de ne plus nous faire les crédits x2, et donc Opus 5 va me coûter 2 fois plus cher, honnêtement, je pense que je mettrai une pause sur Anthropic. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez, mais je pense que l'utilisation et le coût aujourd'hui de chez Anthropic est vraiment trop importante pour être un modèle qu'on peut utiliser pour être productif et rentable. Je pense qu'il coûte trop cher par rapport à ce qu'il est capable de produire. Voici comment j'ai fait pour optimiser les frais de mon abonnement Claude AI Pro pour le payer moins cher. Je me suis rendu donc sur ce site, j'ai ajouté au panier et on a 2 types de forfaits. On a le forfait max et on a le forfait AI Pro. Je vais t'expliquer étape à étape comment j'ai fait. Premièrement, si tu as des questions, tu cliques juste ici et tu as le numéro qui s'affiche en haut. Tu peux le contacter pour lui poser des questions en anglais. Ensuite, j'ai choisi un mode de paiement du type PayPal. J'ai demandé qu'il m'envoie un lien. Et voici comment ça s'est passé. On vous demande en fait de donner l'adresse mail de votre profil Claude. Vous avez un code d'authentification de chez Anthropic. Et ils effectuent un règlement à partir d'une autre adresse géographique
qui fait que c'est moins cher là-bas et vous profitez donc de cet avantage et vous recevez derrière la confirmation de la part de Anthropic avec la facture de règlement. Dites-moi vous en commentaire, moi j'ai eu également 100 $ offerts pour Fable 5. Alors, je ne sais pas si c'est inclus dans tous les forfaits, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, avec cette méthode-là, il y avait effectivement les 100 $ qui étaient inclus. Quand vous développez en fait un système de business, il faut voir s'il y a un marché sur ce que vous proposez. Toutes les entreprises ont besoin de gérer des factures, ont besoin de gérer les impayés et ont besoin de gérer des salariés. Et l'avantage en fait d'un système agent IA, c'est qu'il peut y avoir en fait ce qu'on appelle des dysfonctionnements. Il peut très bien à un moment planter et à un moment il y a eu un code erreur ici et le modèle, on va en parler sur les architectures. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre si le modèle est capable de corriger tout seul les défauts, donc qui continue à avancer, parce qu'on a ce qu'on appelle au-dessus un orchestrateur. Et Claude Opus 5 est très bon pour gérer toute l'architecture. Dans l'interface Cowork, je ne peux pas changer de modèle. Je ne peux pas lui dire les agents, c'est Sonnet 5, c'est Opus 5. Tout le run se fait avec Opus 5. Honnêtement, comme je vous l'ai dit précédemment, moi je trouve que Opus 5, il n'est pas si cher que ça par rapport à ce que produit comme travail Sonnet 5. Là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de rédiger le courrier, de vérifier que le courrier est conforme à la base de données, et ensuite, il envoie le courrier à la personne, et je vous le dis, c'est un vrai courrier, c'est un courrier de mise en demeure. Je suis en train de l'envoyer parce que, en tant qu'entreprise, vous avez très régulièrement des impayés. Quand vous commencez à avoir ce type d'activité à mettre en place, vous vous rendez compte que vous perdez trop de temps avec les dossiers. Je vais vous dire en fait un peu la structure de ces systèmes. Et donc, quand il arrive à envoyer la mise en demeure, vous avez derrière la mise du planning dans mon calendrier. Alors, pour des raisons de confidentialité, même si celui qu'on vient de traiter à l'instant, c'est un vrai dossier qu'on vient de faire. C'est un vrai run. Là, ici, je vous montre un exemple où vous avez en fait les actions à prendre dans le temps dans ma planification, donc qui communiquent avec les différentes interfaces. Et la dernière partie, vous voyez qu'il y a un nettoyage mémoire. Quand un système évolue et fonctionne, donc déjà ça nous montre que Opus 5 est capable de gérer une flotte de 9 agents IA qui chacun des fonctions, récupération de bases de données, contrôle, codage de pages HTML, envoi d'informations, récupération, calendrier, nettoyage mémoire. Et cette mémoire, elle a pour but que chaque agent va écrire sa partie du job. Et si on a un état d'erreur, la mémoire que laisse l'agent nous indique où ça s'est arrêté, qu'est-ce qu'il faut réparer et pourquoi. Donc on a ce qu'on appelle un retour d'état d'erreur. Rappelez-vous ce que je vous ai expliqué quand vous développez des agents IA. Vous avez toute la partie de conception, mais il faut en fait réfléchir à la gestion des erreurs et des logs, et le monitoring et des alertes. Ça veut dire que quand mon système plante, je reçois un email, je reçois un message sur Slack, et je peux intervenir le plus rapidement possible sur mon interface. Et aujourd'hui, quand vous développez des systèmes, c'est obligé de savoir faire ça. Et après, je vais vous parler d'un autre point qu'il faut prendre en compte aujourd'hui quand vous développez des agents IA. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, je le fais tourner avec Opus 5, mon système. Mais on se rend compte qu'il y a quelques jours à peine, on était encore avec Fable 5 comme le meilleur modèle. Alors, ça va poser une question d'entretien. L'entretien de vos agents IA. Aujourd'hui, quand vous avez acheté des agents IA qui sont sur Internet, quand le modèle n'existe plus, votre agent IA, il ne fonctionnera plus. Il faut le remettre à jour. On a une obsolescence des produits et des agents IA de 3 mois. Aujourd'hui, vous achetez une automatisation, 3 mois. Dans 3 mois, le modèle, il est sorti du game. Pourquoi je vous dis aujourd'hui de développer des agents IA qui peuvent... Alors, ici, on a une interface de visualisation. Mais on peut très bien faire une page internet, comme on l'a fait tout à l'heure. La différence, c'est que tout reste local. Si vous évoluez avec un nouveau modèle IA, vous n'avez pas besoin de changer, de faire la maintenance. Vous basculez avec un nouveau modèle juste ici. Et votre workflow, il continue à fonctionner. Et si vous avez besoin de rajouter des fonctionnalités, vous demandez à l'agent de coder pour changer les fonctionnalités de votre système. Donc aujourd'hui, ce que permettent de faire ces systèmes-là, c'est de développer des marchés complets. Spécialisée dans la restauration, là elle a signé un contrat à plus de 15 000 € avec une chaîne ultra connue, avec donc toute la franchise, et elle est en train d'implémenter l'IA dans toute la franchise. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il faut 0 compétences, c'est pas vrai. Il faut des compétences, mais ce qu'il faut avant tout, c'est de ne pas faire les erreurs que vous voyez sur toutes les vidéos, tous les tutos que vous avez, en utilisant l'intelligence artificielle de cette manière. Salut Claude, j'aimerais aujourd'hui pouvoir créer un skills de A à Z avec toi. Salut Claude, j'aimerais créer une automatisation qui me permette de générer automatiquement des devis, mais également des propositions commerciales à travers des outils comme Canva, suite à des appels qu'on aurait enregistrés sur l'outil Fathom. On a des dizaines. Est-ce que tu utilises aujourd'hui la bonne méthode pour produire du travail? Avec Claude Opus, Fable 5 ou GPT 5.6, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la performance et la rentabilité. Ce que tu payes en abonnement, est-ce que c'est rentable? Ce que tu produis
en termes de travail, est-ce que c'est fiable? Est-ce que ce que tu sais faire aujourd'hui, tu es capable de le vendre? Est-ce qu'aujourd'hui, si tu dis dans un prompt « Salut Claude, code-moi un agent de recouvrement et mets-moi-le dans Canva et regarde si ça marche tout seul », est-ce que ça va te permettre réellement de développer des agents IA? Ou bien, est-ce que ça va être génial au contraire pour faire des vues sur les réseaux parce que tout le monde va dire c'est super simple, toi tu vas vouloir le faire, t'arrives et tu dis je veux vous vendre parce que je sais faire des agents IA, salut Claude, fais-moi des agents de recouvrement pour les agents IA et après tu vas faire plein d'argent avec et tu vas faire 15K. Voilà, ça dépend comment vous voulez voir les choses. Soit on le regarde réellement en comprenant les compétences qu'il faut développer pour faire des architectures et les intégrer, soit on continue à coder des pages web et des jeux vidéo sur Internet. Je suis choqué. Je viens de créer 5 sites web Elle est où ta database? Elle est stockée comment? Quel test t'as fait? complètement différents en moins de 20 minutes et Si tu veux être rentable en utilisant l'intelligence artificielle Claude Opus 5 ou encore ChatGPT 5.6, il faut arrêter d'utiliser Claude Opus 5 comme un chatbot. Il faut arrêter « Salut Claude, fais-moi mon travail ». Les systèmes aujourd'hui sont des systèmes agentiques, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un objectif, d'une analyse d'état, c'est-à-dire de la data. Cette data, elle doit être structurée. Ensuite, de définir les actions qu'il a le droit de faire, quels outils pour observer un résultat. Est-ce que le résultat est conforme ou bien est-ce qu'il va y avoir un message d'erreur où tu vas devoir intervenir? Le secret en fait de ce système, c'est de comprendre que ce type de boucle, ça s'appelle du loop engineering. Alors tu verras des dizaines de vidéos sur internet qui vont te parler de loop engineering, mais c'est exactement ce qu'on fait au sein des formations. On fait pas des vidéos « Salut Claude, tu sais coder une application, fais-moi 20 sites web en 5 minutes ». Non, on comprend comment on va créer des systèmes de contexte, data structurés, on planifie, on exécute, on appelle les outils, on lui donne des critères d'observation, est-ce que le travail est bon, et ensuite comment il évalue son travail, et est-ce qu'il doit recommencer avec ce qu'on appelle un rollback function. Et s'il y a un problème de fonctionnement, on définit les codes erreurs pour demander ce qu'on appelle un risque d'escalade d'erreur, ou une question humaine pour débloquer une situation précise. Le loop engineering, c'est l'ensemble de ces 9 étapes qui va permettre au modèle de gagner de l'autonomie, du travail et du résultat. Mais il ne peut pas faire tout le travail à ta place. Et il n'est pas bon à faire n'importe quel type de travail. Il est bon pour les systèmes où on a ce qu'on appelle des critères d'évaluation. L'évaluation, ça veut dire que si tu peux modéliser mathématiquement ton résultat, alors tu peux utiliser le loop engineering. Ce qui est subjectif, ça peut pas être modélisé en loop engineering. Si je vais te dire de me faire un bon texte, un bon roman, tu peux pas le modéliser mathématiquement. Donc, le système du loop engineering ne peut pas être efficace dans ce type d'exemple. Par contre, si je lui donne des éléments de comparaison, quand tu vas récupérer les informations du client avant d'envoyer le courrier, vérifie que le nom, prénom, le montant et la date de facture correspondent, je lui donne des critères objectifs qui font que je suis sûr qu'il va envoyer les bonnes informations dans le courrier et donc j'ai pas besoin de le relire. Ce qu'il faut arriver à comprendre maintenant, quand on parle d'agent IA, tu as toujours l'idée qu'un seul chatbot est présent. En fait, Opus, il peut se dédoubler en plusieurs agents IA et c'est exactement comme ça qu'il faut concevoir les architectures. Chaque agent fait partie d'une boucle du travail. Et donc, chaque agent a ses objectifs, son analyse, ses choix, ses actions et son travail contrôlé. Il faut que tu imagines toute la chaîne de travail comme un ensemble d'agents qui se passent un relais de travail. Donc, Opus 5 ne va pas faire tout seul toutes les étapes. Ça, il ne sera pas capable de le faire. Ce qu'il faut savoir faire, c'est découper ton travail en séquences d'automatisation. Et chaque séquence, c'est un système agent IA qui a ses propres objectifs. Et comment font-ils pour communiquer entre eux? Premièrement, il y a ce qu'on appelle des mémoires. Et ensuite, on va mettre au-dessus un système qu'on appelle un agent header. Header, c'est un superviseur. Il y a donc une relation de subordination qui fait que le header va indiquer aux autres agents IA, en cas de problème, comment ils vont gérer les informations. Et si l'agent header, qui est au-dessus, il peut débugger le système. Parce que l'objectif, c'est de lui donner en fait des connaissances que les agents qu'on appelle des subagents n'ont pas pour savoir comment résoudre. C'est exactement ce qui s'est passé tout à l'heure dans le workflow. Quand il s'est rendu compte que l'erreur que le subagent a identifiée n'était pas une erreur, mais un problème de code, le subagent prend le relais, corrige, renvoie la demande et le workflow continue. Dans n'importe quelle automatisation que tu vas faire, avec les systèmes traditionnels que tu connais bien, Zapier, Make et n'importe quel type d'automatisation classique, si tu as un plantage dans une action, le workflow, il s'arrête.
Là, il s'arrête pas parce que tu as la présence d'un agent qui va accumuler des compétences et des connaissances et que tu vas donner ces compétences. Tu vas les coder, ces instructions. Donc, rien n'est fait en disant « Salut Claude, fais-moi des instructions pour faire mon travail et faire des agents avec lesquels je vais gagner 15 000 € par mois. » Ça, faut que tu oublies. Ça marche pas. Et pire que ça, c'est même dangereux. Parce que tu crois que c'est possible, mais c'est pas possible. Mais ça peut être encore plus dangereux que ça. Tu as des formations qui sont vues par des milliers de personnes qui te disent « Tu es un expert, tu es un expert ». Alors demain, si tu utilises ce prompt avec Claude Opus ou ChatGPT 5.6, ce prompt-là, et que tu vas vendre du service à des entreprises, tu peux juridiquement être attaquable. Quand tu choisis un domaine, il faut te rendre compte que ce que tu demandes à une IA, il faut que tu puisses le prouver. Si demain tu vends à un agent IA où tu dis que c'est un expert en recrutement, un spécialiste en analyse de CV, qu'il maîtrise toutes les techniques pour recruter la recrue idéale de l'entreprise, et que tu vas dire que, étant donné que c'est l'IA qui le dit, bah, c'est vrai, et que en plus tu utilises la meilleure IA et que tu vas vendre à une entreprise qui n'y connaît rien en intelligence artificielle et qui te fait confiance, tu vas facturer 12 000 €. Un agent IA où tu fais un copier-coller de ce prompt. Tu es un expert en recrutement, spécialiste, un expert. Tu sais, il y a des formations, toutes leurs prompts, ils commencent comme ça. Tu es un expert. Tu es un expert. Quoi que tu fasses, tu es un expert. Tu sais parfaitement évaluer les candidatures en fonction des besoins, tu sais analyser les CV, note-moi sur 100 le profil et fais-moi une synthèse de ton analyse. Tu dois m'aider à évaluer un CV. Tu sais où est le problème? Bah ça, t'as pas le droit de le faire. Déjà, techniquement, quand tu choisis en fait un système d'agent IA, faut que tu connaisses le cadre juridique de ce que tu vas coder. Si tu vas utiliser des données personnelles et que tu vas envoyer directement chez Anthropic, chez Claude, Opus, chez ChatGPT 5.6, il faut que tu connaisses déjà l'IA Act, la RGPD et la CNIL. Tu peux pas t'amuser à envoyer des données personnelles, numéro de téléphone, CV ou autre. Donc ton système, il faut qu'il filtre des informations. Et donc, il faut trouver des solutions avec du code Python pour remplacer des informations. Ensuite, quand tu travailles dans certains domaines, comme le code du travail, où tu vas analyser des CV, ChatGPT, Claude Opus 5, tu es un expert, analyse les CV, dis-moi quels sont les meilleurs CV, tu as des réglementations. Et si tu ne respectes pas ces réglementations, l'entreprise qui utilise ton agent IA risque d'avoir des problèmes, à la fois avec le code pénal, le code du travail, mais également avec la CNIL. Et en général, ça peut avoir un impact parce que l'entreprise, après, elle va aller te demander des comptes. Où est-ce que tu as appris à utiliser ce type de pratique? ChatGPT est un expert en recrutement. Mets-moi une note sur 100 pour analyser et évaluer le CV. Ça, il faut que tu comprennes qu'avant de lancer des agents IA, il faut que tu t'informes ce qui est possible, ce qui n'est pas possible de faire sur le plan juridique. Est-ce qu'on peut envoyer des courriers électroniques de mise en demeure? Oui, c'est tout à fait possible. Article 1366 du Code civil. Ensuite, une fois que tu as validé la partie juridique, tu peux te pencher sur l'architecture de ton système. Donc, besoin entreprise, juridique, architecture. Qu'est-ce qu'on va résoudre et comment on va coder les instructions? Et là, tu as compris que c'est pas un agent IA qui va faire tout seul, c'est un ensemble d'étapes d'agents IA. Et donc, quand tu vas coder avec Opus 5, tu vas être tenté de dire « je vais utiliser Claude Cowork » ou bien Claude Code, l'interface de Cowork en Claude Code. Est-ce que c'est le bon endroit pour utiliser un développement? Pas du tout. Pourquoi? Chaque fois, en fait, que tu vas travailler, tu n'as jamais la possibilité de contrôler comment a raisonné le modèle. Tu as que le résultat final. Si le modèle se trompe, va dans la mauvaise direction ou va, comme il m'est arrivé, chercher des fichiers dans un autre répertoire, tu le sais pas. Et si tu dois développer et si tu veux lancer pour toi, pour ton entreprise ou en tant que salarié ou avoir une équipe qui est capable d'utiliser les nouveaux modèles de Claude Opus 5, le seul environnement où tu peux utiliser à 100% de sa puissance Claude Opus 5, c'est le terminal. Alors, si tu ne sais pas utiliser aujourd'hui le terminal, ne cherche même pas à développer des applications, ne cherche même pas à développer des sites internet, c'est pas la peine. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que dans le terminal, tu as accès à toute la partie du code que tu peux contrôler en temps réel, tu as accès à tout le système prompt et au raisonnement des systèmes, et donc quand je code un agent IA, c'est ça qui se passe. Je rentre dans le cerveau, je lui demande de construire toute l'architecture, je lui demande de coder tout ce que tu vois qui est là. Et en temps réel, je vais regarder comment le modèle est en train de décrire les instructions et je contrôle si le code correspond à ce que je vais demander. Si aujourd'hui, tu sens que tu n'es pas capable de comprendre ces parties-là, il faut te former. Si aujourd'hui, tu as compris que le marché du travail a changé, il faut te former.
Le meilleur conseil que j'ai à te donner aujourd'hui, c'est de comprendre que ce type d'architecture que tu as vu, elle est codée bloc par bloc. C'est pas un prompt qui donne un résultat, c'est un ensemble d'architectures de tests opérationnels et de batteries de tests qu'on fait pour faire fonctionner un système, où on établit ce qu'on appelle un MVP, le minimum viable product. Quand l'architecture fonctionne, on build une interface qu'on appelle un front-end, et là on a un système de front-end, et ça c'est la dernière couche, c'est la partie visuelle, où tu vas décider de à quoi ça va ressembler, à qui tu vas devoir le vendre, et comment le système va être déployé. Donc Claude Opus, oui, peut faire tout ça, mais il ne le fera pas en disant « Salut Claude, j'ai besoin que tu fasses des agents de recouvrement. » À un moment, faut être sérieux. Je pense que si on continue à utiliser en fait ce qu'on voit de partout et c'est viral, pourquoi c'est viral? Parce que n'importe qui sait dire « Salut Claude, fais-moi une architecture pour le système que je vais vendre 15 000 €. » Et t'as une IA qui te fait un truc, une page internet, en fait il n'y a rien, c'est vide, ça fonctionne pas. Une architecture complète, c'est un ensemble de tâches de sous-agents qui vont communiquer entre eux et qui ont en plus ce qu'on appelle une architecture structure. Tu vas voir que la manière de coder pour ChatGPT ou Claude Opus, c'est pas la même. Ils n'ont pas le même airness, on en a parlé, ils n'ont pas les mêmes possibilités natives. Développer dans une interface qui va fonctionner dans une application autonome ou dans Claude Cowork, parce qu'aujourd'hui, tu peux développer des applications qui fonctionnent dans Claude Cowork. Ça, tu peux le faire. Mais il faut que tu la codes en amont dans le terminal pour déjà faire correctement la structure de ton système agentique, le système de raisonnement, et tu vas te rendre compte que tout est codifié. Tu peux pas écrire au hasard des instructions. Ça va manquer de stabilité et de fonctionnement. Et après, on a un élément que tu peux voir ici, c'est qu'on a une gestion de mémoire. Donc, les agents IA vont avoir des mémoires, et cette mémoire, elle ne se gère pas toute seule. Qu'est-ce que le modèle a le droit d'écrire? Comment il entretient sa mémoire et comment il échange la mémoire avec les autres agents? Un système agentique, c'est une architecture complète. Et c'est ça qui, après, va te permettre de proposer des agents IA qui sont capables de faire du travail humain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a très peu d'agents correctement codés sur un marché, sans utiliser ChatGPT, est un expert, et qui sont capables de exécuter du travail. Et les entreprises recherchent ce type de profil, parce que ça permet de faire des économies, parce que ça permet d'être extrêmement efficace, et parce que tu te rends compte que même les spécialistes que tu vois, les plus connus que tu vois, ne savent pas le faire, en tout cas, n'ont jamais montré d'être capables de faire ce type de choses. Si tu veux aller plus loin et apprendre comment construire des agents IA, comment adapter, déployer des agents IA en entreprise, coder des systèmes agentiques, je te montre au niveau des cours la partie de la vidéo et la partie du cours qui t'explique les différentes interfaces terminales et cowork, comment on raisonne en termes d'architecture, comment on construit des systèmes de logique et comment on fait des étapes de contrôle et de débugage des systèmes. Le problème dans une entreprise, c'est qu'il va falloir que tu prouves que ce que a choisi Claude Opus 5, c'était le bon choix et pas parce que simplement tu vas me dire c'est le modèle le plus intelligent. Donc ce qu'il faut mettre en place, c'est la règle de conception, les composants du système et comprendre chaque bloc. Comment on met une commande, comment on met un trigger, comment on met une instruction système, comment on met en place la logique workflow, à combien d'agents il faut découper, les skills, les plugins et comprendre comment on va transformer un workflow en différents systèmes. Et tu fais donc tout le draft de ce qu'on appelle la structure des répertoires. Ça, c'est la base de construction d'un agent IA que tu peux réellement entretenir, scaler et vendre. Utiliser les modèles les plus performants du marché avec des forfaits à 100, 200 $ par mois ou 100 $ par jour pour développer. Si demain, tu n'es pas capable de faire de la performance et de la rentabilité, c'est qu'aujourd'hui, tu n'utilises pas des agents IA, tu es en train d'utiliser un chatbot et c'est pas rentable. Et pendant ce temps-là, les entreprises vont, elles, investir massivement dans des agents IA qui vont remplacer des postes. Donc, si tu fais partie de ceux qu'on garde parce que tu es capable d'intervenir, de modifier, de mettre à jour ces systèmes, tu seras parmi ceux qui vont rester sur le marché du travail. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est le grand remplacement des salariés par des gens aux compétences augmentées. Maîtriser l'intelligence artificielle, c'est pas maîtriser un chatbot, c'est la compétence de base qui permet aujourd'hui d'avoir des salaires augmentés de 25% à 54%
100% lorsque tu as de vraies compétences dans le domaine de l'intelligence artificielle. De mon point de vue, c'est pas l'arrivée d'Opus 5 qui va changer le game, c'est la manière d'être capable d'utiliser ces outils pour être plus performant, plus rentable, travailler plus vite et donc produire plus, moins cher, avec plus d'efficacité. Est-ce que c'est le modèle que je choisirais aujourd'hui au vu des résultats et des tests que j'ai faits? C'est un très bon modèle, trop cher, beaucoup trop cher. Et GPT 5.6 pour moi est plus rentable en production et en productivité que Claude Opus 5. C'est mon avis. N'hésite pas à me dire toi ce que t'en penses en commentaire. Je te dis à bientôt, à la prochaine.